Et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Donc, les publics arrivent progressivement sur ce deuxième café connecté. Je suis ravi de l'animer pour la deuxième fois. Donc, un café connecté né d'un partenariat entre trois grands organismes qui sont nés en Occitanie, avec Bureau Co qui vous a envoyé les invitations. Bureau Co qui est un espace partagé et qui se développe dans plein de villes différentes, Montpellier, Toulouse, La Serre-Malakoff, Valence, Perpignan, et qui continue à se développer. Les associations de l'IAE de Montpellier, donc l'IAE Startup Lab qui est spécialisée dans l'entrepreneuriat pour les étudiants et les alumni, dont je suis le président, donc Romain Lévy, les associations de diplômés de l'IAE de Montpellier. Pour ce nouveau café connecté, je suis ravi d'accueillir Eric Hirschi, qui est animateur, journaliste sportif, la voix Bonjour. du MHB, du BLMA à Montpellier, et aussi créateur du programme Nord. Donc, le programme Nord, ça vise à mutualiser et accompagner les clubs de sport pro et semi-pro dans leur transformation vers l'événement et le divertissement. Donc, c'est super bien pour un journaliste sportif. Et on verra bien en plus tout à l'heure, on a une boîte à challenger qui est justement dans le sport. Ça tombe bien. Quel hasard. Quel heureux hasard, effectivement. Et deuxième expert pour ce café connecté, Simon Billy. Alors, Simon Billy, ravi, puisque c'est un alumni des IAE, donc un diplômé de l'IAE. Eh oui. Il est entrepreneur et coach entrepreneur. Il est business développeur et il est conseiller en innovation chez Visionnaire Agency. Et en plus, particularité, il est souvent dans les équipes d'organisation des Startup Weekend. Donc, les Startup Weekend liés aux startups, bien entendu. Donc, ça tombe bien aussi. Super sujet pour aujourd'hui. Alors, avant de passer aux startups, puisque c'est quand même le sujet, on va voir mettre en avant deux pépites aujourd'hui, deux startups à challenger par nos experts. La routine, maintenant, donc pour le deuxième café connecté, c'est le challenge qu'on m'impose et qu'il faut que je relève à chaque fois, c'est de donner une petite anecdote sur le café. Donc, la dernière fois, on avait découvert comment la webcam était née grâce à une cafetière à moitié vide, à moitié pleine. Et cette fois-ci, en fait, je vais vous parler encore de plus loin. Ça va beaucoup plus loin. On va voir le compositeur Beethoven. Et Beethoven, en fait, il avait une obsession. Une obsession, c'était que son café devait toujours avoir 60 grains exactement, ni plus ni moins, pour faire son café. Et il les recomptait à chaque fois pour vraiment être sûr qu'il y ait bien 60 grains. Donc ça, c'est une obsession du compositeur, ça fait des grandes choses. Les entrepreneurs, eux aussi, ont leurs obsessions. Et on va les voir peut-être aujourd'hui. Les entrepreneurs, donc aujourd'hui, nous avons trois entrepreneurs, deux entreprises. Théo Sidjar et Vincent Morin de Panja, une agence de gross marketing qui nous présenteront leur concept. Et en premier, avec qui on va donner la parole et qui va se lancer, un ancien sportif, peut-être toujours, mais qui a développé du coup Benego, Emmanuel Ojoané. Et Benego, donc, il soutient aussi les associations sportives et il met déjà un pied à l'international. Donc, est-ce que tu vas pouvoir nous en dire plus? Tu peux lancer ton Ouais, PowerPoint. je fais ça tout de suite. Donc, bonjour à tous. Il faudra juste Allez, activer le partage d'écran pour les participants. allez, c'est parti. C'était juste le test. Tiens, quand on voulait se dire, viens, on se connecte avant, on teste. Et en fait, on parle et on parle. Et après, mince, on a oublié de tester le PowerPoint. Du coup, Hicham, est-ce que tu peux ouvrir? Donc, en Voilà. attendant, j'en parle, j'explique aussi au public, les personnes qui sont là pour la première fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a un petit chat, donc on peut cliquer sur converser et on peut poser nos questions. Alors, Emmanuel, on voit aussi tes notes, mais Attends. voilà, bon, écoute, Non, mais du coup, je vais résoudre ce problème. Donc, on va faire de notre manière. Et du coup, voilà, le public, n'hésitez pas à poser vos questions en chat. Et du côté de Bureau Co, il y a bien sûr Julie et Hicham qui pourront les lire et leur poser les questions pour être votre voix. Ok. Donc, pour rappel, Emmanuel, tu auras donc là, tu vas avoir 5 minutes pour présenter Benego. Et ensuite, nos experts pourront te challenger. Parfait. Quand vous... Allez, C'est c'est parti. Julie au timing.
Julie, tu es prête pour lancer le chrono? Parfait. Donc, l'idée de Bénégo, pour Alexandre et moi-même, nous est venue simplement par une envie de nous engager dans le bénévolat sportif pendant nos études en STAPS. Comme 60% des Français, nous avions l'envie de nous engager, mais nous ne savions pas comment faire. Dans nos recherches, nous avons fait un constat rapide, c'est qu'il était difficile de s'engager en tant que bénévole, mais aussi difficile pour les organisations sportives de trouver et de fidéliser des nouveaux bénévoles. Nous avons donc créé Bénégo, la première plateforme de France qui simplifie, encourage et valorise le bénévolat dans le sport. Avec Bénégo, nous mettons à disposition des organisations sportives tous les outils pour répondre aux enjeux actuels du bénévolat sportif. Aussi, nous permettons à chaque bénévole de s'engager sur une mission de bénévolat selon leurs appétences sportives, leur disponibilité et leur mobilité. De plus, Bénégo valorise l'engagement bénévole et rend ludique l'expérience sur la plateforme. Avec un marché de plus de 300 000 associations sportives, 107 fédérations affiliées au CNOSF, qui est le Comité national olympique sportif français, 3,5 millions de bénévoles actifs dans le sport, 2,5 millions de manifestations chaque année en France et plus de 1000 collectivités actives pour le sport sur leur territoire, Bénégo répond à un besoin réel attendu par tous ces acteurs du sport. Comment on fait? Pour les utilisateurs bénévoles, c'est un nouveau moyen interactif de découverte des missions de bénévolat et des organisations sportives à l'échelle locale, régionale, nationale et maintenant dans les pays francophones d'Europe. Nous offrons également une personnalisation de l'expérience utilisateur en suggérant des missions de bénévolat correspondant à chaque profil bénévole. Bénégo est la seule plateforme aujourd'hui à gamifier l'expérience bénévole et à valoriser le bénévolat sportif en délivrant un certificat Bénégo pour chaque mission réalisée afin de récompenser et délivrer une preuve de son engagement bénévole. Pour les organisations sportives, nous leur offrons les meilleurs moyens pour les rendre visibles et sur le web et sur les réseaux sociaux, de communiquer simplement avec leurs bénévoles et de gérer efficacement les affectations bénévoles sur leurs offres de bénévolat ou pour la gestion quotidienne des bénévoles et des adhérents dans leurs organisations. De plus, nous permettons à la fin de chaque mission de collecter les avis des bénévoles afin de pouvoir s'améliorer et de fidéliser les bénévoles pour de futures missions ou pour sa vie quotidienne. Enfin, l'autre aspect de notre valeur ajoutée est la communauté Bénégo qui continue de s'agrandir avec l'objectif de créer la plus grande communauté active du bénévolat sportif avant les Jeux olympiques de Paris 2024. À date, plus de 200 organisations sportives nous ont fait confiance et plus de 500 missions de bénévolat ont été effectuées grâce à la plateforme. Nos canaux de communication sont les réseaux sociaux, le web, notamment Google nous référence grâce à notre pertinence comme l'un des acteurs principaux du bénévolat sportif en ressortant souvent et dans la plupart du temps en premier sur les mots-clés stratégiques du bénévolat sportif et via les presses spécialisées et nationales du sport. Nous avons un modèle économique de type SaaS avec notre logiciel de gestion et de communication du bénévolat sportif. Nous proposons aux organisations sportives deux manières d'utiliser le logiciel Bénégo pendant la durée de son offre de bénévolat avec un paiement par offre de bénévolat avec Bénégo basique et Bénégo essentiel ou pour la gestion quotidienne du bénévolat avec un abonnement mensuel et annuel dépendant du besoin en gestion contact. Du coup, le challenge nouveau pour Bénégo, c'est que lors de mes études à l'Université de Lorraine, j'ai pu être vice-président de Fédélor, qui était la fédération étudiante de Lorraine. Et pour cet engagement bénévole, l'université avait mis en place un système de bonus permettant de valoriser cette expérience et de gagner des points sur sa moyenne annuelle. De ce constat, nous avons vu un intérêt de la part des écoles et des universités spécialisées dans le sport pour Bénégo afin de valoriser l'expérience bénévole de chaque étudiant et de continuer à enrichir la formation respective. Ce nouveau logiciel permettra à l'administration et aux équipes pédagogiques de suivre l'engagement bénévole des étudiants simplement. À l'image d'un stage, l'étudiant devra créer son activité bénévole et apporter les informations demandées par l'établissement pour valider cette expérience. Pour l'établissement, il pourra diffuser des offres, gérer, communiquer avec tous les étudiants engagés dans ces actions bénévoles. Cet espace digital sera exclusivement accessible par l'établissement et ses étudiants afin de renforcer la force pédagogique
proposer aux étudiants et continuer à rendre attractive leur formation auprès des étudiants qui sont aujourd'hui de plus en plus engagés. L'autre force de cette solution est la délivrance du certificat Bénégo, conjointement labellisé avec l'école partenaire. Et le but est vraiment de se focus sur le développement et l'acquisition de soft skills permettant de faciliter l'entrée sur le marché de l'emploi pour les étudiants. Bénégo étant spécialisé dans le bénévolat sportif, nous pensons commencer par cet axe. Cependant, nous pensons laisser la possibilité aux établissements et aux étudiants la possibilité de s'engager dans d'autres axes du bénévolat comme l'écologie, car le logiciel le permettra et c'est une demande qu'on a pu avoir des établissements généralistes. Et c'est le but de ce challenge aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre écoute. Et à vos questions. À vos questions. Simon, Eric, des remarques peut-être ou je vais laisser Eric débuter. Romain, Eric, ton micro, Eric. Romain ouais, est-ce que vous avez besoin, Simon et Eric, est-ce que vous avez besoin de revoir la présentation ou est-ce qu'on enlève la présentation? Juste, moi, je veux bien revoir la slide des 3 offres. Oui. Parce que j'avais les petites icônes sur la droite et voilà. Ok, c'est bon pour moi. Ouais, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok, donc j'arrête le partage d'écran. Moi, la question, alors, je triche un peu parce qu'on se connaît plutôt bien avec Bénégo. On s'est déjà croisés parce qu'effectivement, on est dans des univers qui sont assez proches. Et je pense qu'incessamment sous peu, on devra arriver à se rejoindre. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quel est aujourd'hui votre objectif final, là où vous voulez aller et ce que vous voulez faire de cette plateforme, parce qu'on a bien compris le lancement. Je crois que ça fonctionne plutôt pas mal. Je vous suis sur les réseaux et je vois que régulièrement, effectivement, vous arrivez à convaincre. Mais in fine, tout ça pour l'objectif final, c'est d'aller où? Nous, notre objectif se tend sur 2 objectifs conjoints qui sont à la fois qui est la base du développement de Bénégo, c'est de pouvoir simplifier et construire la plus grosse communauté du bénévolat sportif parce que c'est l'enjeu majeur aujourd'hui du fonctionnement de notre mouvement sportif en France et dans d'autres pays majeurs dans le sport. En bénévole, c'est très compliqué de faire fonctionner le sport. Donc, c'est le premier axe, vraiment grâce au digital, de pouvoir continuer la pérennité du sport et de son modèle. Le deuxième axe, c'est vraiment de s'appuyer comme un acteur majeur d'une solution logicielle pour le bénévolat sportif, pour la gestion quotidienne des organisations sportives en France et ailleurs maintenant. Aujourd'hui, nous réfléchissons à 2 possibilités en termes de développement. Mais voilà, nous pensons vraiment rester spécialisés dans la gestion sportive parce que voilà, nous pensons qu'en restant spécialisés, c'est comme ça qu'on arrivera à toujours proposer les meilleurs services pour le sport, car le sport fonctionne quand même différemment de d'autres axes du milieu bénévole. Et nous, c'est vers ça qu'on veut tendre. Donc, premier axe, simplifier et construire la plus grande communauté du bénévolat sportif et s'imposer comme le logiciel de gestion et de communication pour les acteurs du sport. Okay. D'accord. Moi, je vais… Excuse-moi, Eric, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Je vais juste rebondir sur ce point-là. Je comprends la logique par rapport à l'affinité que tu as avec le milieu sportif. Mais en fait, ma vision, c'est que tu as un secteur énorme devant toi qui est le secteur du bénévolat en général. Que dans ce secteur-là, autant il y a des entreprises qui ont une cible qui est une niche et qui n'ont pas ce potentiel-là et donc ils sont cantonnés dans leur niche. Vous avez un potentiel qui est plutôt énorme et c'est toi qui as construit une niche, donc qui a réduit ton champ d'application parce que vous avez une affinité sportive.
Ma question, elle est que vous êtes en train d'essuyer les plâtres sur cette digitalisation un peu du bénévolat. Et si demain, il y a une autre entreprise qui vient, qui voit que vous avez défriché le terrain et qui dit, mais en fait, eux, ils sont contentés de cette petite niche alors que le marché est énorme et que cette entreprise-là a les moyens d'investir un marché plus large, vous allez vous retrouver peut-être écrasé par quelqu'un qui aura décidé d'attaquer, lui, le marché dans son intégralité. Et comment tu vois un peu, et comment tu justifies cette décision vraiment d'avoir choisi une niche dans un marché qui est beaucoup plus grand? En fait, ça fait partie de nos grandes réflexions. En fait, on a fait le choix de se spécialiser tout de suite par légitimité et aussi par moyens humains. Voilà, on le sait tous, quand on lance une entreprise, c'est compliqué de devoir tout gérer, surtout quand le marché est grand. Aujourd'hui, en France, si on englobe tout le bénévolat, c'est entre 18 et 20 millions de bénévoles actifs. Voilà, en France, on est un pays très engagé et c'est très bien comme ça. On ne se ferme pas de porte aujourd'hui. On continue à travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, on a envie vraiment de prouver déjà qu'on peut être l'acteur majeur du bénévolat sportif. Quand je parle de l'objectif, par exemple, des Jeux Olympiques 2024, ça fait partie aussi de notre légitimité. Si un acteur de cet ordre-là nous fait confiance pour gérer la question de bénévoles, après, je pense pouvoir avoir la légitimité avec les équipes bénévoles de pouvoir découler sur d'autres domaines parce qu'on aura appris de… Une petite coupure. et Emmanuel, juste, il y a eu une petite coupure. Est-ce que tu peux reprendre ta dernière phrase? Parce qu'on aura appris. Et je puis… disais, une fois qu'on aura appris nous, nos objectifs, c'est de toujours co-construire la solution avec nos clients, avec nos utilisateurs, nos partenaires. L'objectif aujourd'hui, c'est de devenir un partenaire majeur comme on y arrive, comme le Grand Prix de Formule 1 qui nous ont fait confiance à cause du Covid. Il n'a pas eu lieu, mais ce sera reconduit, je pense, sur les saisons prochaines. Nous avons on a pu assister d'autres grands événements. Là, l'objectif, c'est d'aller encore plus loin sur des championnats du monde, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une fois cet objectif atteint, nous aurons la capacité soit de devenir un acteur majeur du bénévolat sportif dans le monde ou pouvoir dupliquer ce modèle sur les autres axes du bénévolat qui sont tout aussi importants dans la pérennité d'une vie d'un pays. Ok, donc step by step. Exactement. Ouais. Ok, Ouais. très bien. Mais je rejoins quand même effectivement l'approche de Simon où même si effectivement je comprends tout à fait qu'en termes d'entrepreneurial ce soit un peu compliqué d'être sur tous les fronts en même temps, mais de toute façon c'est évident que la question du bénévolat va devenir un axe majeur, va devenir, et je pense que vous avez ouvert la porte à quelque chose qui peut être extrêmement intéressant en termes de communication, en termes de marketing également pour les marques. Et que, à mon sens, il ne faut pas trop tarder à aller regarder la musique, les festivals, des éléments, parce que vous risquez effectivement d'ouvrir des portes que d'autres pourraient ouvrir en plus grand, en tout cas en s'engouffrant. Aujourd'hui, vous avez combien de clubs, de clients effectifs qui vous ont fait confiance? Plus de 200 depuis la sortie de la plateforme en janvier dernier. Ouais. Et on a eu le Covid comme beaucoup de gens, donc qui a stoppé l'événementiel par obligation. Mm-hmm. On n'a pas perdu de temps parce que ça nous a permis de faire une refonte complète de l'app parce qu'on avait pas mal de feedback. Et on a tous fait ça pendant le Covid, on a voilà, tous repris à zéro. On ne s'est pas arrêté de travailler, on a ressorti quelque chose qui fonctionne encore mieux, encore plus performant. Et on travaille maintenant de plus en plus sur un autre axe qui est les solutions réseau que propose Bénégo, en travaillant directement avec des collectivités et des fédérations sportives. D'accord. Moi, j'ai un autre aspect que je voulais évoquer.
souvent dans un produit digital comme ce type de plateforme, son succès dépend aussi des fonctionnalités qui vont évoluer et de comment il y a la suite. Et souvent, quand on identifie un besoin, qu'on y répond, on ouvre la porte à un nouveau besoin. Moi, j'ai pas mal été dans le milieu bénévole et dans pas mal d'événements, notamment Romain l'a dit. Et une fois qu'on a notre équipe de constituée, qu'on a nos bénévoles, la plus grosse problématique qui se présente alors, c'est comment on gère, comment on pilote notre équipe. Aujourd'hui, il existe une multitude d'outils informatiques qui font de la gestion de projet, qui le font très bien, mais qui sont très pour le milieu professionnel. Et moi, si j'étais le président ou en tout cas un administrateur d'une organisation qui a fait appel à beaucoup de bénévolat, mon besoin immédiat après le fait d'avoir constitué mon équipe de bénévoles, c'était qui va me fournir une solution qui me permet de piloter. J'imagine qu'un Grand Prix de Formule 1, ça doit être des centaines de bénévoles avec une hiérarchie, avec voilà. Et est-ce qu'il existe aussi, ou est-ce que vous avez prévu d'apporter peut-être un jour une solution de pilotage d'une équipe de bénévolat pour un événement précis. Voilà. En fait, Benego le fait déjà. En fait, Benego, dans son modèle économique, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on les organisations sportives utilisent Benego soit le logiciel de gestion avec la communication, le pilotage des équipes sur leur planning interactif, la messagerie instantanée pour communiquer avec les bénévoles, avec les groupes de bénévoles constitués par rapport à des endroits précis, des fiches de poste créées en amont par l'organisateur. Donc, du coup, en fait, on a voulu, nous, une proposition commerciale vertueuse dans le sens où ils payent par offre de bénévolat pendant la période de l'offre ou vraiment pour un besoin quotidien pour la vie quotidienne de l'organisation. En fait, on a voulu éviter, parce qu'on a fait un constat, qu'aujourd'hui, d'autres logiciels de gestion, comme tu le dis très bien sur le professionnel, obligent à toujours prendre un abonnement. Et donc, du coup, pour les organisateurs qui vont avoir un besoin de gestion que pendant 3 mois ou 6 mois, vont devoir payer pendant une période, résilier. C'est une contrainte administrative qui est toujours pénible. En général, on perd toujours 1 mois ou 2 parce qu'on oublie de résilier. Nous, on a voulu vraiment éviter ça tout de suite pour jouer patte blanche avec nos utilisateurs et nos clients. Très bien. Non, mais c'est cohérent avec l'aspect ponctuel de l'événementiel, de toute façon. Oui. Comment expert et ensuite on passe aux échanges avec le public. Allez, c'est parti. Alors, j'aurais une dernière question, si ça ne vous embête pas. On a 2 types de bénévoles. On a, je dirais, les bénévoles événementiels, des gens qui s'impliquent sur un événement, championnat du monde, Grand Prix de Formule 1, etc. On a une deuxième partie de bénévoles qui, eux, sont plus attachés à un club, à une institution, que ce soit sportif ou autre. Est-ce que vous avez prévu de pouvoir gérer de façon différente, parce que les attentes de ces bénévoles ne sont pas exactement les mêmes. Certains s'inscrivent sur le long terme, d'autres, on est vraiment sur du one-shot et sur de l'acquis d'expérience. Est-ce que vous avez prévu de développer différemment cette relation? Oui, bien sûr. C'est même prévu déjà aujourd'hui. Un bénévole qui va vraiment s'engager de manière ponctuelle sur 1 ou 2 missions différentes dans l'année, lui, il s'inscrit où il a envie par rapport à ses appétences, ses dispos. Pour le bénévole, lui, qui est attaché à une structure ou à des événements, pour l'organisateur, on a prévu en fait une fonctionnalité qui lui permet d'importer ou de créer des contacts permettant directement de contacter sa base de bénévoles. Et c'est aussi pour ça qu'on a sorti la solution de gestion de vie quotidienne qui permet du coup à un club, à une organisation sportive, de pouvoir importer sa base de bénévoles et d'adhérents pour pouvoir les piloter sur vraiment la vie quotidienne, mais aussi de pouvoir les importer sur une offre de bénévolat. Et c'est pour ça qu'on permet à ces organisateurs-là qui utilisent le logiciel de gestion de vie quotidienne d'avoir une réduction aujourd'hui de 35% sur la publication d'une offre de bénévolat s'ils souhaitent trouver de nouveaux bénévoles. Parce qu'on a fait un constat aussi, c'est que les organisations sportives et notamment les assos n'ont pas attendu Benego pour piloter des bénévoles et ils ont déjà une belle communauté de bénévoles actifs tous les jours. Et c'est très intéressant pour eux, cette fonctionnalité, parce que ça leur permet vraiment de simplifier, de fluidifier les échanges avec les anciens bénévoles, si on pourrait dire ça,
et de nouveaux bénévoles afin vraiment de recréer une dynamique autour du bénévolat sportif. Nickel, super. Julie, des questions du public? Ouais, alors on a Rodolphe qui pose une question et qui donne un conseil. Donc on va commencer par le conseil. Il dit n'hésitez pas à regarder l'expérience, le parcours utilisateur et le modèle économique de la plateforme Asso Connect, peut-être pour challenger ou consolider votre offre. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez. Merci pour ce conseil. On connaît très bien Asso Connect. Voilà, par exemple, moi, je suis expert sur une plateforme co-construite qui s'appelle Asso, où je donne de mon temps aussi bénévolement pour aider les associations qui auraient un besoin et des questionnements. Donc, du coup, non, Asso Connect, c'est un très grand acteur du bénévolat et de l'association en général. Ils s'ouvrent maintenant aux États-Unis. Ils ont réussi à lever de fonds. Donc, je leur souhaite. Ok. Ensuite, l'autre question de Rodolphe, c'est par votre expérience abordée du bénévolat en demandant aux organisations de payer pour le service, cela ne pose-t-il pas problème? Non, du tout. C'est pour ça, en fait, que nous, comme je l'ai expliqué, on a notre position commerciale, on l'a voulu vertueuse. Donc, chacune des organisations teste gratuitement Bénégo pour se rendre compte que le service est efficace. En fait, moi, je pars du principe que quand on explique pourquoi on paye, les gens ensuite n'ont aucune difficulté à payer parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai service derrière. Voilà. Aujourd'hui, Bénégo fait réellement gagner du temps, trouve et rend visible réellement toutes les offres de bénévolat auprès de bénévoles motivés et passionnés par le sport. Les outils qu'on propose fonctionnent. Donc, pour les organisateurs et pour les organisations sportives, il n'y a aucune difficulté à payer. En plus, nous avons aujourd'hui, je pense, les prix les plus accessibles sur le marché du bénévolat sportif. Ensuite, on a une question de Loïc qui était d'accord avec ce que disait Simon tout à l'heure et demande est-ce que Bénégo ne pourrait pas être une solution destinée à toutes les associations comprenant du bénévolat? Donc, on y a déjà un peu répondu. Alors, voilà, pour réappuyer sur cette question, aujourd'hui, nous, chez Bénégo, on ne ferme aucune porte. Aujourd'hui, on a un logiciel qui peut le permettre. Après, nous, c'est aussi par légitimité et par respect de respecter cette grande règle de étape par étape, de bien faire les choses et éviter de courir plusieurs lèvres à la fois et de pouvoir peut-être rater nos objectifs. Cependant, on ne se ferme pas de porte et pourquoi pas. Voilà. Ouais. Simon, une dernière question. Ouais, faut que je réactive mon micro. Vous m'entendez là? Ouais. Moi j'ai une dernière question. C'est est-ce que vous avez réfléchi aussi au mode inverse, c'est-à-dire il y a des événements assez spécifiques parfois qui cherchent un certain type de profil de bénévole avec je sais pas, un ingé son, un menuisier, voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à la recherche inverse, c'est-à-dire que le bénévole met aussi ses compétences, ses diplômes ou quoi, et si l'association ne cherche pas 150 personnes, mais juste un ingé son, elle va pouvoir faire une recherche sur une compétence particulière et donc trouver quelqu'un qui est prêt à apporter sa compétence bénévolement, quel que soit l'événement. Voilà. En effet, c'est possible. En fait, quand une organisation sportive publie une offre de bénévolat, elle doit choisir entre 3 types d'offres de bénévolat. Donc, soit pour un événement sportif, soit pour la vie quotidienne de sa structure, par exemple, trouver un nouveau trésorier. Ou aujourd'hui, on a ouvert, et notamment à cause du Covid, le e-bénévolat, qui, à l'image du télétravail, permet à une organisation sportive de pouvoir trouver un bénévole qui va effectuer ses tâches de chez lui, notamment dans le digital. Donc, du coup, voilà, une organisation sportive peut publier ces 3 types d'offres. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, ça sera plutôt pour trouver une nouvelle compétence au sein de son organisation sportive. Voilà. D'accord. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut passer tranquillement. Moi, je n'ai pas d'autres questions au niveau du chat. Nickel. Par contre, juste une remarque sans question, mais c'est un très beau projet qui a l'air d'être bien piloté et qui a déjà un certain nombre de succès. Donc,
foncez, c'est plutôt positif et bon courage. Bah, merci beaucoup. Ça fera très plaisir à l'équipe Benego. Bah, je Top, pense qu'il n'y a pas de meilleure transition pour c'est ça. à la seconde startup. Est-ce que Théo ou Vincent, Salut. est-ce que vous pouvez partager votre écran? Ouais, c'est parti. Allez, super. Après Benego, donc du coup, ouais, partagez l'écran. Après Benego, donc du coup, qui est prêt à continuer son développement à l'international, on va passer du coup à Panja. Panja, eux, en fait, ce qu'ils font, c'est une agence de grosse marketing. Et en fait, ils donnent le tournis à leurs clients en leur apportant plein de clients, justement. Et Exact. l'idée, c'est que eux aussi, ils récupèrent plein de clients. Et maintenant, comment on va faire avec tous ces clients? Allez, Panja, c'est parti. Merci pour cette chouette introduction. Du coup, moi, c'est Théo, je suis accompagné de Vincent. Salut. Du coup, qui est mon associé. Et on a ensemble, du coup, comme disait Romain, une agence de marketing spécialisée dans l'innovation et du coup, qui accompagne des startups ou des PME qui ont des projets innovants, tout simplement. Et du coup, notre question un petit peu au quotidien, c'est comment est-ce qu'on fait pour vendre quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors. Donc, moi, je m'occupe plutôt de l'aspect stratégie marketing, également tout ce qui est écriture persuasive, de la publicité sur Google. Et Vincent gère une autre portion un peu plus technique. Et du Facebook Ads et le design également, c'est ma partie. Voilà. Du coup, généralement, quand on lance un projet et surtout au fur et à mesure qu'on a un product market fit, la stratégie marketing se complexifie, ça devient rapidement un petit peu le bordel, on peut le dire. Notre travail, c'est d'essayer de remettre de l'ordre là-dedans et permettre à nos clients de bien comprendre ce qui se passe, de devenir maîtres de leur croissance et de leur stratégie marketing, de savoir quoi mesurer et trouver qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour grandir. Pour cela, on utilise un framework qui est extrêmement célèbre dans l'univers startup, qui est le framework AAARRR, en fait, qui découpe chacune des étapes tout au fil de la vie du client, en fait, et de sa relation avec l'entreprise, mais qui soit au stade de visiteur, prospect, client ou ambassadeur. On a déjà pu appliquer ce modèle pour plusieurs belles références, comme Morphée, qui a pu faire 700% de croissance en seulement quelques mois, grâce à 2 expérimentations sur des pages de vente et de la publicité Facebook, ou encore Satisfix, qui a fait x3 de vente en 2 mois avec une optimisation de leur Google Ads et des pages persuasives. On a 3 principales valeurs. Tout d'abord, on a besoin de rentrer au cœur du projet pour notre client, parce qu'à chaque nouveau client, en fait, on va apprendre un nouveau métier. On travaille avec beaucoup de startups différentes qui travaillent dans plein de domaines différents. Donc, c'est hyper important pour nous de bien comprendre comment ça marche. Ensuite, hyper important aussi, c'est de pouvoir laisser les clés à tout le monde dans la startup de reprendre ce qu'on a mis en place, nos expérimentations. Il faut qu'ils puissent internaliser. Et enfin, notre mot d'ordre, c'est que tout le monde comprenne pourquoi, comment et avec quels outils on fait nos expérimentations. Donc, on a un gros aspect pédagogie dans la boîte. On a plusieurs types de prestations. Tout d'abord, le growth, principalement. En fait, c'est une version itérative du marketing où on va utiliser plein de compétences différentes. Ça va être la psychologie, la vente, la programmation, encore de l'analytics. Tout d'abord, avec cette prestation, on va commencer par un atelier pédagogique et ludique avec le client qui va durer un petit moment où on va bien mettre les bases sur l'expérimentation qui va être faite. Ensuite, en deuxième point, on va mettre en place ces expérimentations, on va les produire, donc peu importe ce que ça va être, ça va être des canaux d'acquisition avec Facebook Ads ou alors de l'email marketing. Et enfin, on va lancer ces expérimentations, on va les laisser tourner pendant des semaines. Et toutes les semaines, on va faire un reporting. Et à la fin de 4 semaines, on va savoir si on continue ou non ces expérimentations, on va avoir des résultats et on va prendre des décisions. J'ai rapidement rendu compte que c'était vraiment top de faire du growth parce qu'on a l'impact, il est quasiment immédiat, c'est-à-dire que on lance de la pub typiquement sur Facebook avec une landing page et un Tumblr, on a déjà des résultats mesurables, mais ça ne contribue pas forcément au branding, à la notoriété de la marque, et c'est là qu'on a décidé de se spécialiser également, de rajouter une brique social media pour pouvoir créer de la notoriété sur les réseaux sociaux. Créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très, très, très complexe à industrialiser en fait, et à gérer en équipe. Le fait d'être très efficace, d'y passer un minimum de temps pour avoir un maximum de portée, ce n'est pas quelque chose qu'on sait forcément très bien faire en France. Et pour cela, du coup, on propose un type de prestation qui permet, avec le minimum de temps côté client, d'être présent de façon quotidienne sur l'ensemble des réseaux sociaux.
Pour cela, on utilise une technique qui n'a rien de secrète. On parle de ce qu'on appelle un contenu pilier, qui va être une émission qui peut sortir de façon mensuelle ou hebdomadaire chaque jour. Ce contenu pilier va être décliné en plusieurs micro-contenus qui vont être publiés de façon quotidienne sur l'ensemble des réseaux sociaux qui sont pertinents pour le client. Et à partir justement des réactions de l'audience, on va pouvoir diriger nos prochains contenus qui vont être. Et la troisième brique, la plus récente, celle qu'on est en train de mettre en place, c'est la brique référencement naturel, SEO. On s'est rendu compte que ce serait dommage de ne pas avoir justement des actions marketing un peu plus long terme comme le trafic naturel qui vient sur le site web. Et pour cela, avec un nouveau partenaire, du coup, notre consultant SEO, Joachim, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui a onboardé le projet récemment, on a mis en place du coup une méthodologie pour nous permettre d'apporter du trafic selon les étapes où en est le client, si c'est plutôt au stade de prospect ou au stade de simple visiteur, pour soit travailler sur l'awareness, sur la notoriété, soit travailler directement sur de l'acquisition client. Et encore, ce qui est encore plus génial, c'est que si on a une stratégie de référencement naturel et que l'on écrit sur un blog, ça peut nous permettre de décliner du contenu et produire du contenu pour les réseaux sociaux. Donc, ça nous permet d'être encore plus présent. Conclusion, on a plein de jolies prestations qu'on a construites au fil des mois et au fil des années qu'on fait ça avec Vincent. On a plein de jolies références. Le truc, c'est qu'on a de plus en plus de boulot, de plus en plus de clients. On est en train petit à petit d'augmenter nos tarifs et on ne sait pas trop comment gérer cette croissance en interne. C'est un petit peu les questions pour aujourd'hui. Comment est-ce qu'on organise sa croissance en interne? Comment est-ce qu'on s'attaque à des clients de plus en plus gros et comment est-ce qu'on fait pour déléguer? Voilà. Les organisationnels, ils sont capables d'avoir plein de clients, mais maintenant, comment on les gère derrière en interne et comment on grossit une boîte? C'est traditionnel, hein. C'est ça, c'est une boîte comment on de fait service. Pour pas exploser en vol, en fait? Ouais. Et qui veut commencer? Si vous avez des questions également sur ce qu'on fait ou peu importe, pour avoir un petit peu plus de matière. Moi, j'en ai une, enfin j'en ai deux. J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Vous êtes sur un marché qui est extrêmement, je dirais, complexe parce qu'il évolue tous les jours. Comment vous pouvez vous garantir à vous-même de jamais être débordé, de jamais être dépassé? Parce que finalement, ce que vous amenez là sont des choses et des techniques de communication qui sont extrêmement récentes, mais qui risquent de disparaître aussi vite qu'elles sont apparues. Et comment vous arrivez toujours à vous garantir d'être sur le sommet de la vague? On se demande. Il y a toujours des jeunes qui débarquent et qui font mieux que les gens de, on va dire, j'en sais rien, 40 ans, 50 ans, qui ont déjà 30 ans de métier et qui savent exactement ce qu'ils font. Il y a toujours des jeunes qui débarquent et qui pensent pouvoir faire mieux. On espère mettre plus l'accent sur la méthodologie, la façon de faire, plutôt que vraiment les outils et les techniques. On préfère la stratégie à la tactique. Voilà. Sur le fond, ça reste quand même ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent. C'est en surface, enfin, le fondement, c'est ça. On va partir sur des fondements de la psychologie, par exemple, humaine, ne changera pas trop sur un long terme. Ça risque d'être assez ancré. Mais tout ce qui est stratégie, marketing et tout, ça n'a pas changé beaucoup depuis longtemps. Mais les tactiques, c'est-à-dire les outils qu'on va utiliser, la façon de communiquer, ça change tout le temps. Ça, c'est clair et net. Les nouveaux trucs à la mode, etc. Nous, on se tient en veille tous les jours. On regarde des nouveaux outils, on regarde ce qui se passe. On a plein de newsletters, plein de blogs. On lit, on s'alimente, on teste de nouveaux trucs, puisque à chaque itération, à chaque expérimentation avec un client, on va tester des petits trucs. Et donc, on peut même trouver des nouvelles façons de faire en marketing qui n'ont pas été faites auparavant. Et ça, c'est que des tactiques. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus dans notre façon de faire. Ça va être vraiment le fondement, la base, toute la stratégie et la psychologie derrière. Comment on va vendre, ça ne change pas depuis. Ça fait longtemps qu'on vend. Du coup, ça marche bien. D'accord. Et alors, ma deuxième question, c'est qu'effectivement, il y a une partie créativité qui est importante dans ce que vous proposez. Vous avez notamment, à un moment donné, parlé de micro-content. Comment vous produisez ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a peu ou pas d'outils, il y a peu ou pas de créateurs. Quelque part, la technologie a avancé plus vite que la créativité et la productivité. Finalement, les meilleurs créateurs sont peut-être des gamins de 9 à 15 ans, mais ils ne sont pas employables, pas encore en tout cas. Comment vous produisez tout ça? Alors, c'est très bien vu, les gamins de 9 à 15 ans qui sont les meilleurs pour créer du contenu sur Internet. Clairement, oui. Il y a une startup qui a bien montré, c'est Merci Andy,
startup parisienne qui fait des cosmétiques. Ils ont embauché une stagiaire de 18 ans qui était passionnée de TikTok. Ils lui ont dit, tu te démerdes. Et j'ai trouvé ça génial. Et le fait qu'elle soit à fond dans ce qu'elle fait, ils ont pu faire une superbe communication. Mais alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, on a industrialisé les process et c'est toujours en cours d'industrialisation. Pour la création de contenu, c'est beaucoup de process en fait. Et on s'entoure de prestataires qui sont chacun spécialisés sur quelque chose. Donc, on décroche nos téléphones, on fait nos recherches, on va sur Malte, on trouve des personnes qui sont très bonnes pour faire des petites animations, qui sont très bonnes pour créer des templates, des personnes qui sont parfaites pour faire de la transcription et intégrer des sous-titres automatiquement en passant par leur propre solution. De cette façon, on essaye d'assembler un petit peu toutes ces personnes et toutes ces étapes pour avoir une chaîne de production de micro-contenu la plus industrialisée possible. Voilà. À la En base, faisant… Ouais, vas-y. À la base, on faisait ça nous, du coup, à la main, pour créer les process. On l'a fait pour nous, donc on a créé un podcast qu'on a filmé. Et du coup, ces process, donc on avait un rush de plusieurs minutes, de 1 heure de vidéo et de son. On a publié le podcast qu'on a pu diviser en micro-content, la vidéo qu'on a publié également sur YouTube de 20 minutes. Et ça nous a permis de la découper avec d'autres logiciels pour créer plein de micro-content. Au début, on galérait, c'était hyper long. Puis après, on a créé les process et ça a pris une demi-journée pour créer beaucoup plus de contenu. Et maintenant qu'on a des process en place, on va chercher des gens beaucoup plus talentueux que nous pour le faire plus rapidement et de meilleure qualité, pour déléguer ces process qui sont en place et qui ont fait pas mal leurs preuves. Voilà. L'idée toujours étant, quel que soit le type de prestation, que ce soit du gross marketing ou du social media content, c'est que en tout cas le client soit maître de sa stratégie, qu'il comprenne pourquoi est-ce qu'il fait ça, et également de l'impliquer dès le départ en fait, et d'avoir toujours une approche itérative, de façon à ce que ce soit lui qui choisit dans quelle direction on part, de quel type de contenu est-ce qu'on va publier, et ainsi derrière, une fois qu'on a quelque chose de solide qui correspond à ce que le client veut, là on peut du coup dérouler de façon un petit peu plus automatique et industrialisée. Simon, une question? J'ai vu que tu avais la main. Ouais, plusieurs remarques. Puis une question. Déjà, je vais vous demander de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce que je vais dire parce que je ne vais pas être spécialement neutre. Je suis un peu un marketo-sceptique. Pas dans l'efficacité de la méthode, mais plus dans le fond, dans le sens où pour moi, aujourd'hui, on rentre un peu dans un monde qui est comment on va vendre quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Et c'est beaucoup ça en ce moment, donc je suis un peu sceptique là-dessus, mais ça, après, c'est un parti pris et c'est le mien. Et après, tous les points de vue sont bons. Juste pour répondre à votre question sur comment on fait quand on est en pleine phase de croissance dans votre type de marché, il y a une grosse complexité. C'est que d'un côté, vous voulez être sur de l'approche très personnalisée. Quand vous mettez vos 3 piliers, vos 3 valeurs, on veut maîtriser le projet, on veut être aussi dans la pédagogie, on veut donner les outils aux clients. Et il y a un peu quelque chose d'antinomique entre la personnalisation du service et sa standardisation et sa scalabilité. Et ça vient un peu en conflit direct. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, plus vous allez vouloir vous attaquer à de la grande échelle et à un grand nombre de clients, et moins vous allez avoir de capacité. Si vous restez sur l'équipe actuellement, vous allez avoir de capacité de scalabilité. Vous n'allez pas pouvoir faire du personnalisé avec tout le monde et en même temps vouloir réduire le temps que vous allez passer par client. Ou alors, ce que vous allez faire, c'est perdre en qualité, perdre en réactivité. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je travaille avec des prestataires pour lesquels j'ai une exigence de réactivité. Et quand je les appelle pour leur dire que leurs délais ne me satisfont pas, ils me répondent comme excuse, oui, mais vous savez, on n'a pas que vous comme client. Et en fait, ce n'est pas une excuse entendable quand on est un client et qu'on paye. Je crois que votre problématique, elle est que soit vous favorisez la personnalisation et la réactivité, et auquel cas, la seule solution, c'est de grandir en ressources humaines, mais c'est aussi une usine à gaz et c'est aussi complexe en termes de charges, et voilà. Soit vous réduisez l'aspect personnalisation de votre approche et vous êtes plus dans de la standardisation et de l'automatisation, et vous allez pouvoir augmenter votre nombre de clients sans forcément faire éclater votre taille d'entreprise. Mais il y a un choix à faire entre ces deux axes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un compromis. Voilà. Très bien. Merci.
Pour répondre, je pense qu'il faut être en… Je pense qu'on peut trouver du coup un compromis pour prendre du coup l'état d'esprit opposé. Je pense que il y a possibilité. Bon, bien évidemment, il faut trancher. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont standardisables et on n'a pas forcément trouvé encore en fait comment le faire. Il y a des choses qui nécessitent une standardisation et on peut le faire. Et il y a des choses, il faut surtout pas les standardiser. Il faut les garder en 100% en relation humaine, 100% créativité, 100% réflexion. Et justement, je pense qu'être en capacité d'automatiser tout ce qui est automatisable, entre guillemets, et qui n'apporte pas de valeur ajoutée, va nous permettre de libérer du temps pour être encore plus efficace sur tout ce qu'un humain peut faire. Et ça, finalement, c'est mon parti pris, on va dire, mon état d'esprit et ma philosophie vis-à-vis de la technologie. En tout cas, on va essayer de standardiser certaines choses, mais dans tous les cas, vers là où on se tend, ce serait plutôt pour agrandir l'équipe et avoir plus d'humains, et plutôt se diriger vers quand même un service humain, pas trop standardisé dans la relation avec le client, plus dans les process derrière. Et on va être obligé, je pense, d'agrandir l'équipe si on veut continuer à servir plus de clients et des plus gros clients. Voilà. Mais alors, Simon, je crois que tu dois partir aussi, c'est ça? Ouais, juste faire une dernière remarque et après, je vais vous quitter. Il y a peut-être une piste d'approche qui est dans l'organisation de l'équipe, parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous êtes 3. C'est ça? Alors, il y avait une question, il me semble, en commentaire justement sur combien est-ce qu'on est. Et du coup, on va en profiter pour y répondre. On est 2 sur le projet. Voilà. Et ensuite, on est entouré de prestataires plus ou moins proches de nous, plus ou moins impliqués, et de prestataires. Ok. Mais voilà, donc vous êtes 2 et aujourd'hui, vous faites la relation client, le traitement des contenus, la diffusion du contenu, le stratégique. Et peut-être qu'après, la solution, si vous grossissez, c'est de faire ce que font quasiment toutes les entreprises, c'est d'avoir une structuration où il y a des commerciaux qui ne s'occupent que de l'acquisition client, puis il y a des chefs de projet qui pilotent l'orientation client, qui l'accompagnent. Et ça, c'est la partie, on va dire, très dans l'humain et très dans la pédagogie et l'accompagnement du client. Et une fois que l'acquisition du client et la stratégie est définie avec le client, il y a une force de frappe de production derrière qui, elle, ne fait que de la production et il y a un pipeline de production qui est bien défini, commercial, chef de projet, production. Et si vous arrivez à mettre une organisation comme ça sans qu'elle soit trop rigide, parce qu'en faisant ça, on perd aussi de la souplesse. Voilà, si vous arrivez à mettre ça en place tout en gardant de l'agilité, c'est peut-être une piste à creuser. Elle est dans l'organisation stratégique et humaine de l'entreprise et que chacun ait des rôles bien définis et qui est vraiment dans la façon dont on gère le client, un pipeline très linéaire et qui amène à la diffusion des contenus à la fin où chacun a un rôle bien défini. Voilà, ça sera ma dernière remarque avant de vous quitter. Merci. Merci beaucoup Simon. Simon qui doit s'absenter pour raisons professionnelles. Et du coup, merci Simon pour tes retours. Et Eric, désolé, du coup, on t'avait coupé aussi. Mais du coup, tu as le champ libre maintenant. Tu vois, la place et tout ça. Oui, moi j'avais une question sur le modèle économique. Quel est aujourd'hui Eric, nous n'aurons pas la question. Eric, tu as eu une coupure, on ne te voit plus. Peut-être Julie, du coup, une question du public en attendant que le temps que ça se reconnecte du côté d'Eric. Il y a pas mal de questions. Donc, effectivement, il y avait une question de Anne-Sophie qui demandait donc combien vous étiez et qui faisait quoi. La question que tu as vu passer, Théo. Donc ça, je pense que tu as répondu un petit peu. Et elle continue, Anne-Sophie, en indiquant que ce que vous proposez est très pertinent et peut-être passer par une phase qui permet de travailler régulièrement avec les mêmes freelances et de contacter la communauté Digital Village pour trouver des freelances adaptés. Et, voilà. Donc, ok. Très bien. Ok, on fera ça. Justement, on est dans cette phase de recherche et de qualification de freelance et de personnes qui sont prêtes à bosser sur plein de projets. Des projets, on en a. On peut même cliquer sur un bouton, on en a plus. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on les gère. Donc, oui, on a besoin de s'entourer, je pense. L'appel est lancé. Si vous êtes freelance, vous pouvez contacter Théo et Vincent. Si vous savez faire du web design, si vous savez écrire des pages, si vous savez faire des publicités, si vous êtes un créatif, si vous êtes un monteur, voilà, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Et oui, et bon, s'il y a besoin de vous, puisqu'on est pédagogue avec
Nos clients, on n'hésitera pas à l'être avec nos collaborateurs. Je pense qu'on l'est naturellement dans tout ce qu'on fait. Donc, les bénévoles vont chez Benego et les freelances chez Panja, bien entendu. Oui. Et Alors, Eric, est-ce qu'Eric va réussir à se connecter? Je ne sais pas. J'espère qu'on va le revoir, hein. Il va arriver. Et Julie, vas-y. Du coup, ça rebondit sur la question que Rodolphe posait. Et pareil, on l'a déjà un petit peu évoqué. C'est dans quelle mesure vous pouvez industrialiser et automatiser un maximum de tâches. Et il dit, j'ai l'impression que votre scaling en termes de business va entraîner proportionnellement un nombre de personnes à faire rentrer et ça semble être un risque. Une agence de marketing finalement traditionnelle telle qu'on est en train de la concevoir, peut-être pas dans son approche métier, mais en tout cas dans son organisation, c'est une entreprise qui crée des emplois, c'est vrai. C'est une entreprise qui a besoin d'humains. C'est pas la startup qu'on peut scale en un claquement de doigts. C'est dans tous les cas un risque et des risques financiers également. Un BFR qui était inexistant il y a encore 6 mois et qui maintenant est là, qui est véritable, donc il peut potentiellement avoir des problèmes de financement. Donc, oui, c'est un risque de faire entrer des personnes sur une entreprise et c'est vers quoi on se dirige en ce moment. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si Vas-y, Julie, c'est parti. Moi, ma question, c'est où est-ce que vous trouvez des profils aussi polyvalents? Parce que ça nécessite quand même beaucoup de compétences de faire ce que vous faites. Et comment aujourd'hui vous arrivez à trouver des profils qui vous intéressent et qui peuvent correspondre à ce que vous cherchez? Alors, les profils polyvalents, c'est clair que c'est un peu rare. C'est un peu quelque chose puis c'est très compliqué à garder également, parce qu'ils savent faire plein de choses et ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ils pourraient monter leur start-up. C'est un profil aussi entrepreneurial. Donc aujourd'hui, on décide de passer par des freelance plus experts également dans certains domaines. Mais c'est sûr que si on recrute quelqu'un, j'imagine qu'il y aura toujours une part, je ne sais pas ce qu'en pense Théo, mais je pense qu'il y aura toujours une part entrepreneuriale, une sorte de fibre. Si on l'a en interne de la boîte, en fait. En plus de ses compétences favorites, il faut qu'il puisse avoir un autre panel de compétences. On aime beaucoup la formation en V, c'est-à-dire qu'on a, qu'on a un panel de compétences, en fait, qu'on connaît, mais qu'on se spécialise sur certains points, en fait. Et du coup, ce genre de profil, eh bien, ça existe, c'est dur à trouver, mais surtout, on le devient, en fait. On apprend au fur et à mesure, en se formant et en faisant des choses. Et donc, on pense que ça passera beaucoup par la formation. On va créer ce genre de profil, peut-être. Ouais, Eric est de nouveau là. Ouais, Désolé. Juste pour te faire le problème technique, c'est les aléas du direct, comme tout le monde le dit souvent. Juste un petit résumé, en fait, on a fait un moment pub, on a appelé un peu pour tous les freelances qui voulaient rejoindre Panja à un moment donné, ils pouvaient contacter Théo et Vincent, et Julie a rebondi pour avoir un peu plus d'infos, pour savoir comment ils trouvaient des profils sympas pour eux. Eric, tu étais en train de poser une question et ça avait stoppé. Alors, si tu te rappelles de ta question. Je m'en souviens très bien. Je voulais revenir un petit peu sur leur modèle économique. Quel était un peu le panier moyen de leur offre? Est-ce qu'ils étaient sur une entrée de gamme plutôt abordable pour aller toucher des TPE, PME ou au contraire sur un produit plutôt haut de gamme pour aller toucher des multinationales et des grands groupes? Oui, merci pour la question. Actuellement, on n'est pas abordable pour une toute petite entreprise. Les grands gagnants, je pense, ce sont les startups qui ont début de product market fit, qui ont levé un petit peu de fonds, et les PME, parce qu'on leur propose un excellent rapport qualité-prix, on va dire. C'est vraiment pour le prix qu'ils ont, on est hors compétition des autres agences. Pour le moment, en fait, typiquement, on s'est concrètement renseigné, on a eu des devis entre les mains d'autres agences qui vont tourner aux alentours pour ce qu'on fait, pour le niveau de service que l'on donne, qui vont tourner aux alentours de 800 euros par jour, 900 euros, 1000, 1200 euros par jour. Nous, on va être sur un TJ de 500 et en plus, on va moins compter nos heures. Donc, si on dépasse un peu, c'est vraiment pas grave. Alors qu'au contraire, une agence va compter plus large. Donc, actuellement, on a un excellent rapport qualité-prix. Ça ne peut pas durer si on commence à internaliser des personnes.
Mais voilà, actuellement… C'est pour ça. Le sens de ma question, il est là en fait. Le sens de ma question, voilà. il est là parce que effectivement, vous parlez tout à l'heure de problématiques de croissance et souvent quand on est en mode ultra agile, startup, on compte pas ses heures, sauf qu'à un moment donné, du temps passé, ça reste quand même quelque part une charge et qu'à un moment donné, il faut bien la payer quelque part. Et sur votre développement, c'est peut-être là où je vois effectivement quelque chose qui peut être un peu compliqué à gérer dans le futur, qui est de dire comment acquérir de nouvelles compétences. On l'a à nouveau perdu. De nouveau, ouais. C'est les connexions. Je sais qu'il était sur son Connexion d'Eric. téléphone. C'est dommage. Tu voulais rebondir, Théo, sur les compétences J'ai comment une trouver petite profil remarque. multi. Si vous avez plus de questions… C'est Eric, bon. c'est bon, c'est revenu. Ah, Ça, c'est bon, on je suis revenu. On en était à compétences. 10-20 secondes. Voilà, donc, non, mais voilà, c'est comment parce que finalement, le cœur de votre problématique aujourd'hui et de votre offre, c'est d'avoir de nouveaux talents. Parce que à un moment donné, vous allez devoir monter un peu en gamme, en tout cas développer de nouvelles choses, de nouveaux contenus, donc d'aller chercher de nouveaux talents. Un nouveau talent, c'est quelque chose qui malgré tout se paye. Et si vous êtes justement sur cette forme toujours un peu agile qu'on a, à un moment donné, il va falloir que le prix augmente un peu et comment vous allez pouvoir le gérer commercialement parlant. Oui, bah, c'est tout l'enjeu justement de passer actuellement pour faire un petit peu le topo sur les types de clients qu'on a. On a des clients qui sont à 500 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à 15 millions. En gros, on a un profil un petit peu PME, même sur les startups, en fait, on est à peu près là-dessus. Et si ce sont des startups qui n'ont pas ce chiffre d'affaires, ce sont des startups qui ont, par exemple, levé des fonds, qui sont sur une innovation qui, on sait que ce sera rentable dans 6 ans ou dans 10 ans, mais pas l'année prochaine. Et sur ces startups-là, ça va plutôt être des startups qui ont levé 2 millions, 3 millions. Voilà. Donc, on est à peu près là-dessus. Et pour elles, actuellement, ça convient parfaitement, on va dire, les offres telles que l'on a. On a des offres qui varient, qui vont de 1 500 euros par mois jusqu'à 4 000, 5 000 euros par mois pour le moment. On est dans ces eaux-là. Mais l'idée, oui, c'est de passer au-dessus et de se poser la question comment demain ou en septembre, je peux m'équiper et être prêt pour onboarder des clients à 10 000 euros par mois, à 15 000 euros par mois ou à 20 000 euros par mois. Voilà. Petite question, remarque, si possible. Si vous Vas-y, l'acceptez. Emmanuel. En fait, bah voilà, le constat, il est un peu clair, je pense que tout le monde l'a compris. C'est vraiment du coup personnalisation, industrialisation. Pourquoi ne pas concevoir, et je sais qu'en plus vous avez les compétences au sein de votre équipe pour le faire, un outil métier qui permettrait à vos clients ayant un besoin minime mais plutôt tourné vers l'industrialisation de bien comprendre et pouvoir mettre leur propre masse salariale, voire leur propre freelance à eux sur en fait votre process qui est aujourd'hui ce pourquoi les clients viennent chez vous, et de permettre d'une autre façon un outil de pilotage pour vos freelances afin d'éviter un bypass du premier client que vous lui proposez. Parce que là, vous prenez aussi un risque. Je ne sais pas comment vous fonctionnez au niveau de la contractualisation de vos freelances, mais un très bon freelance qui est très personnalisable, l'entrepreneur, pourquoi il passera par la suite par vous? Alors que si vous avez un outil métier efficace qui oblige le freelance à rester chez vous, vous vous protégez aussi de ça. Et Je vais te répondre et ça va compléter en fait la question que posait Julie tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour trouver finalement un freelance avec autant de compétences? C'est qu'en fait, on va chercher des freelances qui ont une verticale et une connaissance sur un point donné en fait, et qui n'ont pas en capacité de tenir de bout en bout la prestation. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté des briques au growth, qu'on a ajouté par la suite le social media puis le SEO? C'est qu'actuellement, si tu es une entreprise, une PME, si tu veux un service marketing global, tu es obligé de t'adresser à 4 agences différentes. Et là, on s'est dit, pourquoi pas une qui est en capacité de communiquer sur différentes choses. Et là, c'est ça qui est génial, c'est typiquement un expert SEO ou un expert B2B outbound cold emailing. Les deux n'ont aucune compétence en commun quasiment. Et du coup, aucun ne pourrait reprendre vraiment le client à son compte parce que la valeur justement de l'échange avec
notre client, c'est le fait que ce soit Panja qui pilote et qui soit l'interface entre l'ensemble des projets et le client. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on se protège pour l'instant. Et en ayant actuellement, les prestataires auxquels on fait appel ne sont pas du tout multi-compétences. Au contraire, ils ont des verticales très précises. Ils font uniquement ça. Pour l'instant, on en est là. Mais si on doit internaliser des compétences dans l'entreprise, on se dirigera, je pense, vers des profils plutôt en V, voilà, qui ont un panel de compétences très divers. Et du coup, au niveau de la solution permettant d'instrumentaliser, vous en pensez quoi? Parce que je pense que Vincent, votre process pourrait être très intéressant. Je sais que d'autres agences de grosses se lancent aussi sur ce type de produit. Je pense que, bon, Bon, exactement qui. Mais on s'est dit, bah, tant mieux s'ils font ça. Ça veut dire qu'il y a plus de place pour nous là maintenant sur le marché pour ce qu'on fait actuellement. S'il y a des gros comme ça qui se mettent à plus faire ce qu'ils faisaient, d'un coup les parts de marché s'ouvrent. Et nous, on a peut-être que dans un an ou deux, on va se dire comme eux, on va se dire oh ben finalement c'est trop dur, on va faire le logiciel enfin une sorte de formation en gros. Mais ouais, on voit de quoi tu parles. Mais c'est un truc. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire ça, mais du contenu, créer beaucoup de contenu, beaucoup de formations, beaucoup de process complètement free sur le web. Et on a peur que ça leur plaît pas trop. mais c'est super important pour nous dans nos valeurs. Je pense que ce sera beaucoup de boulot et beaucoup d'investissement, mais je pense que c'est important pour nous en fait, de faire ça. je pense qu'il y a toujours de la place finalement pour un marché simplement de la prestation de service. Donc, autant développer là-dessus pour le moment. Pour répondre plus pragmatiquement en une phrase, c'est vrai que ça demande du temps et de l'investissement de développer ce type de programme et de le rentabiliser et de faire des ventes tout de suite. Et du coup, on préfère se concentrer plutôt sur acquérir de plus en plus des gros clients, essayer de progresser comme ça pour le moment. Partir sur de Julie, l'outil, c'est plus compliqué. Oui, là, je vois qu'on est dans un sujet passionnant, mais il va falloir arrêter. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est peut-être nous rejoindre sur le groupe Facebook des cafés connectés. Et comme ça, vous pouvez avoir les coordonnées les uns des autres et continuer la conversation bah, comme vous le souhaitez, par message, ou vous appelez, ou vous faire un Zoom, c'est vous qui voyez. Et je suis sûre qu'il y aura de très belles choses qui vont naître de vos échanges. Voilà. Romain, finalement, je te laisse conclure. Bah ouais, finalement, on a vu qu'il y avait plein de points en commun, même si au début, les business étaient bien différents. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une fusion de l'outil Benego pour gérer les freelances chez Panja? Ça, on va le savoir plus tard peut-être. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tous été là. Il y avait du public, il y Merci avait à vous. des belles startups, des super experts. Merci beaucoup Eric. Merci Simon. Si il regarde la fin du live qu'on va rediffuser. Donc pour info, on a tout enregistré. Ça va être rediffusé, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et ce sera le live complet sur la chaîne YouTube de Bureau & Co pour le revoir. Et donc, je vous invite, si vous vous êtes fait plaisir aujourd'hui, à écouter tout ça, à les partager donc à vos contacts et à nous rejoindre pour le Café Connecté numéro 3 à la rentrée en septembre, où on aura deux autres belles solutions à vous proposer. Je vous dis à très bientôt et merci pour ce moment. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. À plus. merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bisous.